Dans l'épisode d'aujourd'hui, on explore l'impact de l'intelligence artificielle générative sur la créativité étudiante. Dans notre discussion, on va chercher à mettre en lumière comment l'IA transforme les processus créatifs. On va voir comment on peut démystifier les idées reçues sur la créativité humaine versus celle de la machine. Bref, on va voir comment on peut s'outiller pour comprendre comment intégrer l'IA dans nos démarches créatives sans compromettre nos compétences et notre développement intellectuel. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'est arrivé très souvent de me retrouver devant une page blanche pour un travail scolaire. Puis avant, on cherchait l'inspiration dans nos notes, on appelait un ami, on prenait une pause, on allait prendre une marche. Mais aujourd'hui, l'IAG nous propose 10 idées en quelques secondes. Mais au final, est-ce que ça nous rend plus créatifs ou est-ce qu'on perd quelque chose en cours de route? Je m'appelle David Di-Pietro, je suis concepteur pédagogique à HEC Montréal et j'ai invité Pierre-Luc de Chantal, qui est professeur au département de psychologie de l'UQAM et directeur du laboratoire Créo sur la cognition et la créativité. Et avec lui, on va démystifier ce que l'IAG change à notre créativité. Pierre-Luc de Chantal, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Oui, c'est un grand plaisir. Je te laisserai te présenter pour le bénéfice de nos auditeurs. Puis en même temps, je te demanderai de nous expliquer comment tu en es arrivé à t'intéresser à l'intersection entre la créativité humaine et l'intelligence artificielle. Oui, super. En fait, David, je suis professeur au département de psychologie à l'UQAM. Moi, mes projets de recherche se concentrent essentiellement sur les processus cognitifs et métacognitifs de la créativité, chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Et honnêtement, je dois dire que le thème de l'IA s'est un peu imposé de lui-même. Bon, comme beaucoup de gens, toi et les autres ici, j'étais impressionné puis un peu choqué de mes premières interactions avec les robots conversationnels. Puis, en tant que chercheur intéressé à la psychologie de la créativité, on se conforte souvent à dire qu'on s'intéresse à une habileté qui est unique à l'être humain. Et soudainement, ces outils sont capables de produire des textes, des images, et franchement des bons textes et franchement des bonnes images, on va se le dire. Donc, à la surface, ça a bousculé plusieurs de mes idées, de mes préconceptions, finalement, de ce que je comprenais de la créativité puis de la cognition humaine. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire pour la créativité humaine, ces nouvelles technologies? J'ai envie de te poser une question très générale. La créativité, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? En psychologie, comme beaucoup de concepts, il existe plusieurs définitions. Mais dans le contexte de la créativité, il y a un consensus qui est assez clair. Être créatif, c'est de produire quelque chose qui est à la fois original, mais aussi pertinent à un contexte donné. Donc, les deux dimensions ici sont assez importantes. Avoir une idée complètement éclatée, hors du commun, vraiment funky, c'est pas suffisant. Si cette idée ne respecte pas les contraintes du contexte, par exemple les consignes d'un travail, les besoins d'un public cible ou les objectifs d'une organisation, on peut parler d'originalité, mais on ne parlera pas nécessairement de créativité. Donc, la créativité, c'est pas seulement penser différemment, c'est penser aussi de manière adaptée, puis juger de manière créative par nos pairs. Parfois juste par nous, mais aussi on veut qu'il y ait une valeur au-delà de notre propre perception. Ça, c'est la dimension qui est peut-être moins commune, en tout cas, dans la façon de concevoir la créativité. En tout cas, moi, cette dimension-là, là, adaptative ou utilitaire, on pourrait même dire, il faut que ça serve à quelque chose, finalement. Je dirais pas nécessairement. Il faut que ça ait de la valeur. Oui. Utile, écoutez, il y a beaucoup d'activités créatives qui sont pas strictement utiles au sens utilitaire du terme, mais on s'attend à ce que ça soit adapté, approprié. Oui. Moi, j'aime bien la musique. Je gratte la guitare, je suis bien original, mais c'est pas jugé très créatif par mes amis qui jouent, eux, de la musique. Est-ce que ça a Donc, une valeur? ça a une valeur pour moi. Oui, C'est le fun, je m'amuse, j'innove. Je vais venir un petit peu plus tard, c'est la créativité du mini-C. Moi, je suis créatif, je viens de développer quelque chose de nouveau pour moi, de créatif approprié à mon processus. Ça fonctionne, sauf que c'est pas jugé créatif. Je gagnerais pas ma vie avec mes talents musicaux. Là. On loge à la même enseigne là-dessus.
Et j'ai envie de te demander en lien avec ça, on dit que l'IAG est créative parce qu'elle permet de générer beaucoup plus d'idées que nous. Autrement dit, le sous question, en quoi le processus créatif humain est différent de celui d'une machine? C'est une excellente question, une question très importante et qu'on se pose continuellement, du moins avec ces nouvelles technologies, ça nous invite à réinventer ou repenser notre définition de la créativité. Mais d'abord, il faut distinguer deux choses et je crois que c'est très important. Il faut distinguer le produit créatif, hein, le résultat, et le processus créatif. Alors là, comme tu l'as mentionné, on sait que les systèmes d'IA générative sont capables de produire un grand nombre d'idées, hein, et très rapidement, en tout cas. Alors, il en faut pas gros, une petite requête, puis on en a des idées. Hein. C'est très fluide. Puis, euh, en moyenne, même ces productions-là sont plus créatives que celles de la plupart des gens. C'est comme lorsqu'on demande correctement à l'IA d'être créative. Or, j'aimerais juste mentionner, puis fait intéressant, les humains les plus créatifs, hein, le top 2-3 là, demeurent supérieurs à l'intelligence artificielle. Mais l'IA, règle générale, produit des choses qui sont jugées créatives, originales, davantage que l'être humain moyen. C'est à des tâches très standardisées, pas nécessairement arrimées à la vraie vie, mais on le sait, à des tâches, ça performe assez bien. Alors là, est-ce que l'IA, elle est créative? Et ça, c'est la question. La réponse, elle est nuancée. Encore, on peut certainement dire que c'est capable de générer des produits qui sont jugés créatifs, surtout si on la guide pour donner des telles idées, mais ça ne veut pas dire que son processus en soi, à proprement parler, est créatif au même sens qu'on l'entend pour un être humain. Alors, ça nous amène à une autre question, comment le cerveau humain produit des idées créatives, essentiellement. Donc, d'un côté, le cerveau est associatif. Hein. Il y a une partie du cerveau qui est associatif. Il fait des liens entre les idées, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Hein. Vous êtes dans le métro, ben, il y a une idée qui pop comme ça. Hein. C'est associatif, les connexions se forment en arrière-plan et soudainement, une idée apparaît. Hein, le fameux moment Eureka sous la douche en se réveillant le matin, c'est pas un mythe, c'est un vrai phénomène. Donc, notre cerveau continue de travailler même quand on ne le force pas. Ça, c'est une première propriété. Ça mène à plein de phénomènes en psychologie de la créativité. Mais d'un autre côté, le cerveau est aussi exécutif. On peut décider consciemment de réfléchir, de chercher les idées, de les comparer, de les évaluer, de les améliorer. Donc, on peut même prendre un recul et observer notre propre façon de penser, ce qu'on appelle de la métacognition, et agir sur notre propre processus créatif. Autrement dit, l'être humain est créatif à la fois spontanément, mais aussi intentionnellement. Ça, c'est quelque chose, une propriété de la cognition humaine. Donc, pour l'instant, rien n'indique, parce que, bon, vous savez, les choses changent, rien n'indique que les grands modèles de langage, les chatbots, les robots conversationnels, pardon, fonctionnent de cette manière. Hein. L'IA ne décide pas d'être créative, elle répond à une requête. Elle est réactive et non proactive. Il n'y a pas d'intentionnalité derrière ces productions. En tout cas, pas pour le moment, encore une fois. Là. Ça nous invite quand même à revisiter notre définition de la créativité. Hein. Puis plusieurs de mes collègues commencent à suggérer d'intégrer à la définition de la créativité l'intentionnalité, justement. Hein, pour mieux distinguer la création humaine de la création artificielle dans l'état actuel des choses, encore une fois. Là. Je t'amène un peu sur le même terrain, j'ai envie de dire, finalement. Est-ce que l'IA peut vraiment avoir des idées ou est-ce qu'elle fait que recombiner ce qu'elle a déjà ingurgité dans ses données? Ben c'est une excellente question. Puis, je suis pas sûr que j'ai la réponse à savoir elle a des idées ou pas. Ça reste déjà se questionner sur qu'est-ce qu'une idée. Mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, les êtres humains peuvent générer des idées qu'ils jugent, eux, nouvelles pour eux. La nouveauté émerge de nouvelles connexions entre des éléments déjà connus. La connexion humaine fonctionne comme ça. Mais de son côté, l'IA produit du contenu à partir de régularités statistiques apprises dans des modèles, dans des données, ces données d'entraînement. Et c'est également une forme de recombinaison. Donc, l'IA ne fait pas seulement pas recombiner, mais copier-coller ces données. Elle génère un nouveau contenu à partir de ces données. Donc, il faut reconnaître que la recombinaison n'est pas un défaut en soi, c'est une propriété des deux systèmes. Or là, une chose que j'aimerais ajouter, c'est que l'être humain se distingue davantage, du moins, sur la diversité et la variabilité des idées. Donc, on prend 100 êtres humains, on regarde leurs idées, ils sont beaucoup plus variables en termes de créativité, en termes de variété, flexibilité, que les idées produites généralement par l'intelligence artificielle.
Donc, de plus en plus d'études qui suggèrent que les idées générées par l'IA tendent à être relativement homogènes. Ça, c'est une caractéristique. Donc, oui, elle produit, face à des requêtes similaires, là, elle produit des réponses très créatives, très originales, selon les critères qu'on lui donne, mais toujours les mêmes. Donc, elle innove pas en ce sens-là. Donc, il n'y a pas de la variabilité au sens humain du terme, pour l'instant. C'est intéressant, on y reviendra. Entre-temps, j'aimerais ça te demander. Puis là, c'est peut-être pour les adeptes du petit C dont, Ouais. dont tu parlais, mais il y a une idée qui circule à l'effet que ben, l'IAG, ça peut être une solution pour les personnes qui sont non créatives, comme moi, par exemple. Bref, est-ce qu'on peut apprendre à être créatif en utilisant l'IAG? C'est une excellente question, une chose qu'on sait, puis on en a déjà parlé tantôt. Les robots conversationnels sont très performants pour générer des idées. Ça, il n'y a aucun doute. Ce qu'on réalise de plus en plus, en fait, c'est qu'ils sont aussi très bons pour évaluer des idées. Donc, on le sait aussi que la créativité, ça repose justement sur un va-et-vient entre ces deux phases-là. Générer des idées, puis les évaluer, les ajuster, les améliorer. Avec des collègues américains et européens, on a décidé de voir si l'IA pouvait aider sur cet aspect-là, comme outil de rétroaction. Les gens produisent des idées, on leur donne une rétroaction basée sur l'information de l'intelligence artificielle, voir si ça peut les aider à apprendre, qu'ils soient des experts ou pas. On a réalisé 2 études. Dans une étude, là, dans un musée en Pologne, auprès de 40 000 personnes qui ont visité le musée sur un an. C'est quand même une grosse étude. On leur a demandé tout simplement de générer des dessins, compléter des formes sur une tablette. Ils ont reçu des rétroactions automatisées sur leur originalité au fur et à mesure. Dans une autre étude, auprès de quand même 600 personnes en ligne, dont 200 ingénieurs experts, on leur a demandé de proposer des solutions créatives à des problèmes concrets. Par exemple, trouver des solutions pour permettre à une région éloignée d'accéder à plus d'eau potable. OK? Et ici aussi, on leur a donné de la rétroaction numérique sur l'originalité de leur idée. Donc, le raisonnement, c'était, si une partie des habiletés créatives des gens, c'est d'évaluer leur créativité, si on les aide à mieux juger leur créativité, peut-être que ça va leur permettre d'apprendre à être plus créatifs, n'est-ce pas? Donc, dans les 2 cas, dans les 2 études, les participants et participantes ont reçu une rétroaction, comme je l'ai mentionné. Ils ont montré plus de créativité par la suite. Donc, ça l'a mené à il y a eu un bénéfice, un bienfait sur leur niveau de créativité par la suite. Et surtout, ils sont devenus meilleurs pour évaluer leurs propres idées. Ça, c'est un aspect, encore une fois, important de la métacognition, l'habileté de réfléchir à son propre processus. C'est super intéressant, effectivement. Puis j'irais à l'inverse. De quelle manière est-ce que l'IAG peut affecter notre capacité à développer nos compétences créatives? Oui, c'est encore une excellente question. Donc, on sait que la créativité repose sur plusieurs éléments. On a des habiletés cognitives de base. On a besoin de ça, du matériel cognitif, des processus. On parle souvent de pensée divergente. L'habileté à, dans un contexte donné, envisager plusieurs possibilités, s'ouvrir à différents horizons, finalement. Mais il faut aussi de la motivation et de l'intérêt. Et surtout des connaissances. OK? Donc, la créativité, oui, elle peut affecter le processus, mais elle peut surtout aider d'une autre manière. Pour être créatif, il faut un minimum de connaissances dans le domaine. Donc, on peut bénéficier de l'IA pour s'aider en ce sens-là. Donc, l'IA peut devenir un atout. Je sais qu'on peut voir, oui, ça peut affecter le processus de créativité, mais je pense qu'il faut essayer de voir comment elle peut être intégrée à ce processus-là. Donc, elle peut nous aider à chercher de l'information et approfondir des concepts, par exemple. Encore, je reviens à mon exemple de musique. Je peux je connais 3 accords. Je peux. Bon, il paraît qu'on peut faire beaucoup de chansons avec 3 accords. J'ai vu ça plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Sauf qu'il faut du contenu, il faut des connaissances. Puis l'IA peut nous aider à trouver ces connaissances, à nous informer. C'est une source d'information indispensable. À utiliser modérément, parce qu'on sait que l'information n'est pas toujours exacte. Et je vous invite à réfléchir à ça. Mais dans cette perspective-là, ce qui est important, c'est d'exercer un choix. Vraiment, de ne pas utiliser l'IA pour remplacer notre créativité, mais comme une forme d'alimentation. Elle devient un peu un outil pour enrichir nos connaissances, évaluer, soutenir notre réflexion, mais il faut faire attention pour pas que ça devienne un substitut à notre processus créatif. Il ne faut pas perdre l'agentivité, le sentiment que ça ne nous appartient pas, cette idée-là.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est intéressant de le voir dans un processus, puis on aura peut-être l'occasion d'approfondir ça. Entre-temps, j'approfondirais plus encore cette idée-là de la créativité, mais avec un angle pratico-pratique, j'ai envie de dire. De quelle manière on peut formuler des requêtes pour obtenir des résultats créatifs qui sont satisfaisants? Ben, je crois qu'il faut tout d'abord comprendre que la qualité des réponses de l'intelligence artificielle générative, là, les robots conversationnels, dépend beaucoup de la qualité des requêtes. Donc, dans nos études sur l'interaction humain-IA, on envoie des requêtes, on formule un contexte pour que l'IA aide l'être humain. Et je ne me rappelle pas avoir déjà utilisé, étrangement, le mot créativité. On ne dit pas tout simplement sois créatif. Donc, ce qu'on cherche surtout, c'est de mieux définir ce que j'appelle opérationnaliser ce qu'on entend par créativité. Donc, par exemple, au lieu de dire donne-moi une idée créative, on peut demander une idée surprenante à laquelle la plupart des gens ne penseraient pas. Une solution utile pour respecter certaines contraintes. Il faut ajouter des contraintes, il faut ajouter de la précision. On peut demander aussi une proposition originale qui répond à un besoin concret. Donc, c'est vraiment là où ce que la personne peut mettre sa couleur dans les requêtes et vraiment clarifier les besoins. Mais plus on est précis, plus on est capable d'obtenir un résultat qui va être jugé pertinent, satisfaisant. La créativité, encore une fois, c'est pas juste de la nouveauté, de l'originalité, c'est aussi un caractère approprié. Il faut que ça soit approprié au contexte. Ça, est-ce que c'est en lien avec l'intentionnalité que tu nous parlais tantôt? Dans le fond, s'arrêter, définir ses objectifs, savoir où on s'en va un temps soit peu, puis se servir de ça pour faire des requêtes qui vont nous aider avec des extraits un peu plus créatifs? Oui, c'est une perspective très intéressante. Effectivement, on pourrait voir ça dans le même spectre. Il faut travailler l'intention. On a une question, on a un objectif. Expliciter quel est cet objectif, quelles sont les contraintes. Qu'est-ce que moi je veux en tant que personne qui va utiliser le résultat, l'évaluer et le modifier ultimement. Donc, il faut effectivement, comme tu le mentionnes, clarifier tout ça en amont, l'intentionnalité. Vraiment l'utiliser comme un outil et pas comme un substitut. Et je trouve que c'est important de répéter ça. Donc, le processus créatif, encore une fois, implique un va-et-vient entre une phase de génération et d'exploration, une phase d'évaluation, d'exploitation. Et ça implique donc de faire des itérations, faire du va-et-vient. Donc, juger la qualité ou du moins la pertinence du résultat, rectifier les requêtes, ajouter une couleur. Je pense que c'est là qu'on est capable vraiment d'utiliser ou générer un produit qui émerge comme étant très différent des autres. Et surtout, toujours se questionner sur l'agentivité. Autrement dit, est-ce que l'idée m'appartient? Si vous, au final de votre processus d'interaction avec l'intelligence artificielle, vous ressentez pas ce sentiment-là, que l'idée ne vous appartient pas vraiment, mais c'est peut-être un signe que vous n'avez pas exercé assez de contrôle sur votre processus. Donc, l'IA peut proposer, mais c'est à vous de sélectionner, modifier, combiner, et c'est là, encore une fois, que la couleur émerge, là, votre couleur, puis qui fait en sorte que l'interaction va mener à quelque chose de différent, finalement. Tout à fait, qui va te ressembler un peu plus aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis si on se dirige plus sur le rôle de l'étudiant, comment est-ce qu'on peut utiliser l'IAG pour assister notre processus créatif? Là, je mets vraiment dans la peau de l'étudiant là, qui est dans un projet. Comment il peut utiliser ça à l'école et même dans son futur travail, en fait? Oui, comme tout processus créatif, il faut expérimenter. Les artistes, les chercheurs, les designers n'ont pas tous la même façon de travailler. Et donc, l'IA devient simplement un nouvel outil à intégrer à votre manière. Je crois qu'il faut apprendre de l'expérimentation, de l'itération. Cela étant dit, je crois qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle générative, les robots conversationnels, de manière plus stratégique. Et donc, j'aimerais rappeler certaines notions, certaines choses que j'ai déjà dit plus tôt dans le podcast. D'abord, l'intelligence artificielle n'a pas besoin de servir uniquement à générer des idées. Elle peut aussi vous aider à évaluer vos propres propositions. Donc, la créativité, c'est pas seulement imaginer, mais c'est aussi juger et améliorer. Ça, c'est un aspect important, souvent négligé, n'est-ce pas?
Hein. Des fois, l'intelligence artificielle générative, elle se complaît dans ce qu'on lui dit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est bien bon, n'est-ce pas? En tout cas, Tout à fait moi, je suis bien bon. Quand j'envoie des requêtes, là, vos idées, ça. Son ton Ouais, excellente. ouais, c'est ça. Donc, l'IA a un biais un petit peu pour positif comme ça, mais c'est bien d'occulter ça et de lui demander d'être très critique. Hein. Exposez-vous à des perspectives alternatives. C'est très intéressant ce qui peut émerger de ça. Donc, l'IA peut être aussi très bonne pour élaborer une idée. Ça la rendre plus précise, complexe, plus structurée. Donc, elle peut vous aider à explorer des variantes ou approfondir certains concepts. Hein. Vraiment, vous aider à créer de la matière première, faire un bac à sable, générer des connaissances, des exemples, des concepts qui peuvent nourrir votre réflexion. Donc, l'important, je pense, c'est que l'IA doit soutenir votre démarche sans jamais la remplacer. Et donc, encore une fois, je ne suis pas certain qu'il y a une recette parfaite, mais je crois que c'est très important d'être sensibilisé à cet aspect-là. Hein, est-ce que l'idée vous appartient? Encore là, on imagine des étudiants qui sont dans un processus de travail. Est-ce qu'il y a des moments précis dans un processus créatif où les étudiants devraient intégrer l'IA pour maximiser le potentiel créatif? On pense à avant ou après un brainstorm, seul, avec d'autres personnes. Bref, est-ce qu'il y a des moments comme ça qui sont plus appropriés? Oui, en fait, je présenterai peut-être les résultats d'une étude préliminaire qu'on a dans mon laboratoire, mais on le sait, les études en sciences cognitives ont montré là, que le brainstorming n'est pas toujours aussi efficace qu'on pense. Hein. S'asseoir autour d'une table puis garrocher des idées, le problème, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le cerveau a tendance à se fixer sur les premières idées auxquelles on est exposé. Et ça, il faut le réaliser. Donc, dès qu'on est exposé à des exemples, humains ou artificiels, ça crée une forme d'inertie, involontairement. On doit inhiber cette idée-là et notre cerveau reste une propagation de l'information hein, associative dans notre cerveau et on reste un peu pris avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller au-delà de cette idée-là, mais notre cerveau joue un peu contre nous. Hein. Donc, dans mon domaine, on appelle ça le chemin de la moindre résistance. C'est pour ça qu'il est préférable de, à mon avis, là, puis la littérature tend à soutenir ça, d'avoir une phase de génération seule. Hein, par une phase de génération avec votre cerveau uniquement, vous tout seul avec vos idées finalement, sans influence externe. Ça permet d'explorer librement vos idées. Là, c'est sûr qu'on peut avoir un phénomène de page blanche. On peut aider, demander à l'IA de nous orienter. On ne veut pas rester pris dans cette page blanche-là éternellement non plus. Mais l'IA peut quand même ensuite intervenir dans un deuxième temps, encore une fois pour élargir, challenger, complexifier, évaluer vos idées, un peu comme ce qu'on pourrait faire avec d'autres êtres humains, là, finalement. Donc, utiliser trop tôt, l'IA risque d'orienter un peu votre pensée. Hein, utiliser après une première exploration, ça risque au contraire d'amplifier un peu votre potentiel. Donc, on a mené une étude en ligne auprès de personnes en ligne, mais aussi des étudiants et étudiantes en design à l'UQAM. Donc, on leur a demandé d'utiliser un robot conversationnel soit pendant la phase de génération d'idées, donc un petit peu le brainstorming, exploration d'idées, ou soit dans la phase d'exploitation, d'amélioration d'une idée. Ce qui est très intéressant, c'est que les participants ont bénéficié de l'IA dans les deux phases. Dans les deux phases, les idées étaient assez créatives. Mais le moment d'utilisation, donc, et le moment d'utilisation n'ont pas changé le sentiment d'agentivité. Hein, donc, ils avaient toujours l'impression que les idées leur appartenaient, essentiellement parce que les gens ont continué à exercer un contrôle, ont sélectionné, n'est-ce pas? Cela dit, lorsque l'IA était utilisée dans la phase d'amélioration des idées, les idées produites, les idées finales générées, là, produites par les participants et participantes, étaient nettement plus complexes et élaborées. Et cette complexité était aussi associée à un niveau de créativité plus élevé. Et donc, on peut voir que en pratique, il n'y a pas un bon moment universel, mais euh, je crois, à mon avis, puis la littérature peut-être nous le confirmera dans plusieurs mois, parce que ça va vite, que utiliser l'IA pour nous aider à évaluer, raffiner, explorer les idées, c'est potentiellement une meilleure idée. En terminant, on a l'habitude de demander à notre invité de lancer un défi de la semaine pour la communauté étudiante. Alors, quel défi tu as pour nous cette semaine? Oui, en fait, je pense que je reviendrai sur l'expérimentation de l'IA dans un moment de génération ou d'exploration. Et je vous inviterai à essayer de ne pas tout de suite sauter sur cet outil-là, mais de générer vous-même vos idées, vos arguments, vos réflexions, et donc, ensuite de ça, les noter et demander à l'IA de faire l'exercice et voir à quel point vos idées sont similaires
ou pas, à quel point elles sont meilleures ou pas, ou à quel point elles répondent mieux au contexte de la tâche. Mais surtout d'évaluer donc comment vous pourriez ensuite utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à bâtir sur ce que vous avez créé et non pas le remplacer. Donc, comparer qu'est-ce qui vient de vous, qu'est-ce que l'intelligence artificielle a réellement ajouté, est-ce que vos idées sont plus variées, plus précises, plus structurées, donc expérimenter la différence, là. Et donc, restez sensible aussi à quel moment est-ce que vous avez senti que l'idée ne vous appartenait plus? Ou est-ce que vous avez senti que l'idée vous appartient de A à Z parce que vous avez exercé un contrôle? C'est moi qui a décidé d'utiliser ça, qui a fait le choix volontaire d'intégrer cet aspect-là. Et donc, je pense qu'il faut se familiariser avec tout ça. Excellent défi. Pierre-Luc de Chantal, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. C'était très intéressant de t'entendre. Super, merci pour l'invitation encore. Et pour ceux qui nous écoutent, merci d'avoir été avec nous et j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Manquez pas le prochain épisode de #Génération IA. #Génération IA est un balado soutenu par les cellules de travail en intelligence artificielle générative à HEC Montréal.